down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Remember that days in we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it. Just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, dripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants. Nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, tout pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le pont romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu.
Messieurs, dames, bien le bonjour les amis, ça y est, il est l'heure, 16h46 très exactement, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en pleine forme les copains, c'est le retour du Juste Bistrot, on est mardi, la semaine continue, plein badin, toujours en pleine forme, vous le savez, le Juste Bistrot pour finir la journée de bonne humeur, voilà, avec la banane, malgré tout, malgré le fait qu'on parle de sujets, ils sont lourds les sujets, Bayrou et l'archer, c'est une phrase à 32 kilos déjà, donc 32 tonnes que dis-je, donc les amis, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette semaine où le Juste Bistrot s'arrêtera demain, je vous l'ai dit, parce que jeudi, vendredi, direction le Nérac, vendredi soir le spectacle, on se retrouvera lundi prochain, le rendez-vous est pris, en attendant, on a plein de choses à se dire, merci à Magnolou pour le sub 9e mois, on commence comme ça en fanfare, ça régale. Aujourd'hui, on va parler, évidemment, on va faire un petit point sur ce qui se passe dans l'actualité. Alors, c'est-à-dire pas grand-chose. On va éviter de nourrir comme ça des mystères à 2 balles et de faire du BFM TV. Et puis, on va surtout parler des sombres dossiers d'Ursula von der Leyen, notamment dans son arbre généalogique. Ah, tu vas voir, aujourd'hui c'est botanique et escroquerie, c'est la thématique les copains, on va parler de Tata Ursula, la Cruella de la bannière étoilée bleue et jaune, vous allez voir, c'est du miel, merci à Miss Deans pour le subprime 30e mois, j'espère que tu vas bien, qui nous dit salut à tous, je passe faire un coucou, je suis moins là mais toujours à fond sur YouTube, et ben voilà, ça fait plaisir, on se retrouve de partout, c'est l'esprit, Juste Bistrot. Olivier Marstress qui nous dit je n'ai pas reçu l'alerte début du bistrot par mail, c'est normal, alors par mail je savais même pas que tu peux recevoir ça. Comme c'est toi qui l'as paramétré ou parce que c'est pas nous. C'est pas nous. Salut à Lab17, il y a Jojo l'Astico Sauteur, il y a tout le monde, tous les copains, voilà, en pleine forme. Les amis, on est de partout, Facebook, Twitter, TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les amis, c'est important, vous le savez, pour nous aider à faire péter les scores, à faire péter les compteurs, les copains, j'espère que tout le monde va bien, que le début de semaine est sympatoche chez vous. Est-ce qu'il fait beau? Parce que là, ici à Lausanne, c'est une catastrophe. Il fait gris, c'est dégueulasse. On dirait un rendez-vous amoureux avec Elisabeth Borne. Franchement, ouais non. Elisabeth Borne, un rendez-vous amoureux. J'ai essayé d'imaginer plusieurs fois la chose. Non. Non, je trouve que... non. C'est non. J'ai réfléchi, non. On parle peut-être de notre nouvelle première ministre, donc attention, on va débriefer tout à l'heure. Là, tout le monde est dans les pronostics. On est reparti pour un tour, vous allez voir. Alors, je prends vos messages. Il y a plein de messages. Il y a Malicorne007 qui dit à quand une alerte générale. Alors, peut-être que ça reviendra, comme je vous ai dit. On n'en a pas reparlé. Donc, affaire à suivre. Peut-être que ça va se refaire ou pas, je sais pas. C'est la vie. Vivi Lulu68, Rémi, ça fait 2 mois qu'on ne reçoit pas le juste mensuel envers son papier. Alors, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu m'écris par mail, voilà. Je remets l'adresse mail dans le chat. Tu m'écris, on va régler ça, t'inquiète pas. Ça, c'est pas normal. Là, par contre, ça... alors, pour se défausser facilement, on va dire c'est un coup des Russes. Mais voilà, écris-moi par mail, on va régler ça, évidemment. Sans autre, comme on dit. On a Brézote64 BZH qui dit c'est pour ça qu'il n'est pas là jeudi, convoqué au château pour être Premier ministre. Je peux pas en dire plus. En plus, c'est vrai que c'est marrant parce que souvent on dit oui, qui va s'asseoir dans le siège de Premier ministre après le passage de Bayrou, c'est un banc, le bordel. Normalement, on peut avoir jusqu'à 14 Premiers ministres. Ils ont fait les calculs, alors au Sénat, je te parle pas. Je t'en parle pas, tu mets une équipe de rugby, c'est catastrophique. Donc ouais, non, c'est... Éclat 15 nous dit très beau ici, la fraîcheur s'installe pas mal le matin, mais en somme, il fait bon. Merci Evelyne Delia, voilà, c'était précis, c'était carré, ça régale. ZLRNT qui dit c'est un projet ou une vision, un projet issu d'une vision, c'est un peu tout. C'est un peu tout à la fois. Olivier Marstress qui nous dit il cherche le plus claqué au sol. Alors on va revenir sur ça les amis, on va faire un petit point, même si comme je vous l'ai dit là on redevient à nouveau, on est à nouveau condamné à commenter des hypothèses sur des hypothèses, donc c'est du commentaire qui sert à rien. Je vous l'ai dit hier, c'est de rester captif, de garder les cerveaux captifs dans une espèce de grande danse qui n'aboutit à rien, parce qu'au fond commenter des incertitudes c'est vraiment le truc le plus inutile depuis la reproduction sexuée des mammifères dans une chaussette, c'est-à-dire que tu ne reproduiras rien du tout, donc c'est un petit peu pareil. On va essayer de commenter ce qui se passe parce qu'on est dans une émission d'actu, vous vous doutez bien que c'est pas des tutos musculation, mais on va essayer de prendre du recul et d'observer plutôt la manière avec laquelle la mécanique médiatique se duplique justement
pour endormir les cerveaux, remettre une pièce dans la machine et nous faire refaire un tour de manège. Donc on va plutôt aller dans cet angle-là, les amis. Lab 17 qui dit le temps est plutôt maussade sans être vraiment voilé. Ça c'est une bonne vanne par rapport à l'actualité évidemment. Baldacat qui dit Rémi Inchep. Effectivement. Non mais on va y arriver un jour. Il y a un projet de sport, il y a un projet de maîtrise de l'alimentation. Je désespère pas de voir ma zigounette d'ici 150 ans. Comme chantait Raphaël. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de Raphaël. Et même dans 2 ans, en vérité. Même dans 2 ans, même maintenant, on sait plus trop. Rappelez-vous, Raphaël Caravane, égérie de nos amis gitans, qui chantait, Raphaël Caravane, qui chantait Caravane, voilà. C'est tout. J'ai jamais été fan, été fan. Mais c'est vrai que Raphaël, alors parce qu'il faut commencer avec ce sujet. Rappelez-vous, Raphaël, le chanteur Raphaël, qui quand même réussit à paraître pâle à côté d'un Vianney. Hein. Vianney, c'est Schwarzenegger à côté de Raphaël. Faut quand même se rappeler de ce à quoi on a eu droit. Raphaël Laroche, qui a écrit des bouquins dans la foulée d'ailleurs, qui a écrit des bouquins de poésie, si je dis pas de conneries, et c'était pas si mal. Je me demande s'il est pas meilleur écrivain que chanteur. Donc, mais c'est pas une vanne ce que je vous dis. C'était chez Flammarion, si je dis pas de conneries. Voilà. Malinx Lolinx 974 qui dit Rémi, futur vegan, mais pourquoi pas. On sait pas. Blue Octopus 0608 qui dit je sors d'une matinée suivie d'une séance à la salle, je suis cuite. Et là, les gens vont à la salle. Ils font la musculation. Voilà. C'est les jeunes. Ils veulent des biceps pour draguer les gonzesses. Oh putain. Ah, à notre époque, c'était pas comme ça, à notre époque, putain. À notre époque, on montait sur la mobilette, on avait une veste en cuir, on fumait des camels. Et puis voilà, on se battait contre Jean-Marie Le Pen, qui lui aussi fumait des camels, alors qu'il a jamais touché à une cigarette. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Putain. Maintenant, ils font les basic fit. Et vas-y que je te fais des biceps pour aller sur Tinder, à dessaler la première morue rencontrée sur le net. C'était pas comme ça avant, nous. On allait au club, on allait à la discothèque, on dansait sur du Plastique Bertrand, qui est décédé d'ailleurs, qui a fondu sur un radiateur. Elle est pas de moi cette blague, mais elle me fait rire. Ouais, j'aime bien cette blague, je sais même plus de qui elle est en vérité. Elle est gauloise blonde à l'époque, c'est vrai, nous dit Lindsay Charlier. Là, j'ai frappé à la nostalgie. Là, t'as vu, j'ai frappé à la nostalgie. Il y a des gens, ils se sont projetés. On était en 1978, finalement. Eh oui, Michel Blanc, Gérard Blanc chantait une autre histoire. On s'en rappelle de ça. C'est une autre histoire. Il y a un jeu sympatoche d'ailleurs. Tiens, en parlant de musique, parce que vous le savez, je suis un amoureux de Blind Test. À la baraque, là, avec ma Mio, on a un jeu. Alors, je fais la pub une fois de plus. Vous le savez, quand je fais du placement de produits comme ça, moi, j'aimerais bien être rémunéré pour ça. Le problème, c'est que je suis jamais... Chaque fois, dès que je parle de personne me file du pognon pour faire la prostituée sur les réseaux, donc tant pis. Mais il y a un jeu qui est très sympatoche, on s'amuse pas mal à la maison, c'est Hitster, ça s'appelle. Hitster, H-I-T-S-T-E-R. Hitster, c'est rigolo. En fait, t'as des cartes avec des QR codes, tu dois scanner le bordel et ça te diffuse des extraits de musique. Il faut avoir Spotify ou je sais pas quoi. Et au départ du jeu, en fait, c'est des petites cartes carrées. Chaque joueur en a une. Tu la retournes et tu dois construire en fait une frise chronologique avec les autres cartes. C'est chacun son tour. Tu dois trouver chanteur, chanson et tu dois la placer sur ta frise chronologique. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tu vois. Et j'ai appris un truc. Alors à mon avis, qui vous mettra tous sur le cul, si j'ose dire. J'ai deux amours. J'ai deux amours qui est chanté évidemment par comment qu'elle s'appelle. Tu vois, j'ai oublié. Dites-moi dans le chat, vite. Merde, j'ai oublié. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Comment qu'elle s'appelle? Joséphine Baker, merci à Il y a plus de saison, qui a été le plus réactif, qui remporte le panier garni, évidemment, avec l'eau de Montbain. Joséphine Baker, elle a chanté J'ai deux amours, c'est 1930. Ah, j'ai appris ça dimanche. Et là, je pense qu'on est vraiment dans le moment le moins intéressant de cette émission, où vraiment tout le monde s'en bat les reins avec une poêle à crêpes, mais je tenais à vous dire ça. Voilà, je tenais à vous dire ça. 1930, Michel Drucker n'avait que 88 ans.
on le rappelle, hein, il nous présentait vivement dimanche depuis l'ORTF, évidemment. Donc, les amis, on continue après ce petit passage jeu de société. Je vous dis, Hitster, en blague à part, c'est très sympatoche. On se régale. Dans l'actualité, évidemment. Évidemment, faut parler actualité. Ah oui, voilà. Alors, Bayrou, ça va être qui? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler Joséphine Baker et chansons françaises, parce qu'en vérité, quitte à se faire promener, autant le faire en chanson. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant Michel Sardou, évidemment. L'actualité, non, sérieux, l'actu n'attend pas, évidemment. Vous l'avez vu, alors on rattrape les dossiers rapidement, les amis, pour parler du gros sujet du moment, parce qu'il faut parler de ça, sinon on n'est pas bien, on n'est pas dans le rythme, on n'est pas bien. C'est François Bayrou, évidemment, ça y est, le vote de confiance. Quelle surprise, un vote de confiance qui a été refusé. Bayrou a présenté sa démission aujourd'hui à Emmanuel Macron. On ne sait pas encore, hein, quelle est la véritable décision d'Emmanuel Macron, s'il accepte ou s'il refuse la démission. Alors, on est reparti pour une pièce de manège. Je vais aller tout de suite là-dessus, les amis, parce que franchement, on a beaucoup trop parlé de ce jeu, sans parler du jeu lui-même. Hein, comme disait Blaise Pascal, concernant le divertissement, dans la chasse, il prenait l'exemple de la chasse, dans la chasse, l'essentiel n'est pas la prise, c'est la chasse elle-même. Et ce qui se passe avec nos histoires de gouvernement, on est trop occupé à parler du résultat de ce divertissement, hein, étymologiquement, disvertir, c'est nous changer de voix, c'est ça le divertissement. On est beaucoup trop occupé à se casser la tête de savoir qui sera la prochaine cagole au poste de Premier ministre, et on oublie je trouve, encore une fois de plus c'est mon avis, on oublie de critiquer le jeu, on oublie de critiquer ce qui nous divertit véritablement, on oublie de critiquer ce jeu médiatique qui est vraiment l'équivalent d'un mesmer politique à chaque fois, où on met des pièces dans le manège, et puis on a les mêmes noms qui sortent, mais c'est vraiment caricatural. Vautrin, Darmanin, Lecornu. Alors Lecornu, tu m'étonnes que ça plaise à Macron. On a Lecornu, on a, j'ai vu ressortir quoi? L'hypothèse Castex. Castex, c'est Bourvil avec des responsabilités. Tu vois, les journaux nous ressortent les mêmes dingueries, et puis il faudrait qu'on commente, oui, mais ça va être lui, mais pas lui, mais que va faire le RN, mais que va pas faire la France Insoumise. Ça n'est pas un refus de traiter les sujets, les copains, mais vous connaissez la guinguette, et je suis usé à force en fait d'entretenir, enfin j'ai peur, parce que pour le coup j'ai pas envie de le faire, j'ai peur d'entretenir cette hypnose collective à vous dire alors que va faire les uns, les autres, les machins, les bidules, parce qu'on peut s'attacher à certaines actualités qui en vérité en disent beaucoup plus long que des raisonnements hypothétiques sur des trucs en bois. Donc la situation, elle est que cette mafia médiatico-politique qui nous sert de système se remet en branle, si j'ose dire, se remet en place, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, l'hypnose revient, alors ça peut être lui, ça peut pas être lui, c'est tout le temps les mêmes noms, c'est ridicule, hein, je veux dire, c'est vraiment ridicule. Et le plus intéressant, ce qu'on comprend, et il y a peut-être une déclaration, parce qu'on va essayer de scruter quand même en allant à l'essentiel. Le vote de confiance de Bayrou, on le rappelle, un vote qu'il a lui-même provoqué, au fond, c'est une décision qui ne surprend personne. On rappelle le contexte, Bayrou a voulu sortir par la grande porte, il provoque ce vote de confiance pour être responsable de sa chute. On sait Bayrou qu'a un ego aussi surdimensionné que ses oreilles sont décollées, donc on pouvait se douter qu'il allait faire une manipulation pour se rendre responsable de son échec, entre guillemets. Responsable, pardon, de sa sortie plutôt, pour ne pas avoir justement assumé son échec et dire on n'a pas renouvelé la confiance, alors que si on m'avait laissé en poste, j'aurais fait des dingueries, tu vois. Bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, on en a déjà parlé de cette histoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette décision-là, pour les partis d'opposition, elle coûte pas cher. C'est une décision qui coûte pas cher. Tu vois, tu ne quittes pas ta femme quand tu la surprends en train de te tromper avec tout le voisinage. C'est-à-dire, il n'y a aucun courage à dire « Oh, chérie, je te quitte ». De toute façon, la décision était prise. C'était pas toi qui l'avais prise, visiblement. Que le couple soit foutu, c'est pas toi qui avais pris la décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Bayrou se rend responsable d'une décision qui, de toute façon, lui était imposée, parce que s'il n'y avait pas eu ce vote de confiance, il y aurait eu, à n'en pas douter, une motion de censure. Donc, Bayrou renvoie la chose.
Ce qui est plutôt malin, on en a déjà parlé ces derniers jours. En face, on a des partis d'opposition qui, dans le même ordre d'idées, vont jouer à la responsabilité en disant on n'a pas voté le vote de confiance, on est balèze, on a dégagé Bayrou. En fait, vous avez dégagé Bubule. Vous avez dégagé Bubule, vous avez décollé un sparadrap après la douche. Tu sais, le truc qui colle plus beaucoup déjà. Donc, il y a aucun courage politique là-dedans, il n'y a aucune notion d'opposition. Et tout ça va tellement loin que si on prend le Rassemblement national, donc premier parti d'opposition d'après les scores électoraux, n'en déplaise à la supercherie du nouveau Front Populaire, anciennement NUPES, Bardella a déclaré quelque chose de fondamental. On va faire le tour de tous les partis d'opposition. Bardella a déclaré quelque chose de fondamental ce matin chez Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Écoutez cette séquence. Voter la motion de destitution proposée par LFI. Cette motion de destitution n'a aucune chance d'aboutir au regard de l'état actuel des forces du Parlement. Donc la différence avec la France insoumise, c'est que moi je suis attaché à l'ordre républicain, à la stabilité du pays et que je ne veux pas le chaos. Or, monsieur Mélenchon, il veut le désordre, il veut l'implosion du pays et il veut abîmer la cohésion sociale. Vous ne la votez pas. Elle n'a aucune chance d'aboutir parce qu'il faut, vous savez, une partie des voix à l'Assemblée nationale, mais aussi une partie des voix au Sénat. Donc, ne mentons pas aux Français. La question, c'est est-ce qu'on rompt oui ou non avec le macronisme. Et donc, depuis 2017, Emmanuel Macron, il suit une doctrine qui est on ne change pas une équipe qui perd. Et moi, je viens dire qu'aujourd'hui, si un nouveau gouvernement veut avoir une chance d'aboutir à des mesures concrètes pour le pays et un retour de la stabilité, il faut évidemment qu'il rompe avec le macronisme. Voilà, tu vois, donc Bardella, qui est le croisement entre Ken, le mec de Barbie, et un clébard de plage arrière de voiture qui ne brille que dans le fait de remuer la tête, Bardella nous invente un concept extraordinaire, ne pas voter une motion de censure, une motion de destitution, pardon, qui ne va pas passer. Alors CQFD, si personne la vote, c'est qu'elle va pas passer. C'est con, hein, mais le RN, qui est le groupe parlementaire le plus représenté à l'Assemblée, s'il vote pas, il n'y a pas de chance que la motion de censure, de destitution, décidément, passe. Donc Bardella prend ses électeurs en premier lieu pour des abrutis, en inventant ce raisonnement qui est de dire « je ne vote pas parce que ça va pas passer », bah oui, mais c'est le serpent qui se mord la queue, hein, si j'ose dire. Donc il y a un phénomène d'auto-réalisation qui est assez absurde, que Bardella arrive à sortir une telle connerie en direct à la radio, ça en dit quand même très long. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, et pour revenir sur ce que je vous disais, c'est que Bardella assume complètement qu'à l'heure de prendre des décisions concrètes, avec une véritable performativité, c'est-à-dire une véritable capacité à changer l'ordre des choses, en l'occurrence la motion de destitution, bah là, il n'y a plus personne. Là, il y a Bubule. Pour voter des trucs à la con, comme la motion de confiance, où on savait que de toute façon, François Bayrou avait l'espérance de vie d'une belette en fin de vie, là, il y a du monde. Là, ils te disent, on est courageux, on a voté. Par contre, pour voter la destitution de Macron, il y a Bubule. Alors, ça, c'est pour le RN, qui contribue à prendre ses électeurs pour des abrutis en disant, nous sommes un parti d'opposition. Quand il s'agit de vraiment s'opposer, il n'y a plus personne. Ça, c'est pour le RN. Mais de l'autre côté de l'échiquier, c'est pas mieux. Et là, je vais peut-être étonner certains spectateurs qui pensent que je suis un anti-LFI patenté, que je ne cesse de distribuer les coups sur la France insoumise, hein, façon Katniss sur sa propre femme. Non. Ben non, parce que je trouve qu'en l'occurrence, les plus courageux actuellement, ceux qui assument leur rôle d'opposition dans cette séquence médiatique, hein, je dis pas sur l'ensemble de l'œuvre, hein, sur l'ensemble de l'œuvre, c'est des guignols comme les autres, mais ceux qui vont proposer et donc voter la motion de destitution, c'est la France insoumise. Donc ceux qui ont une véritable posture d'opposition dans cette fenêtre, je dis bien dans cette fenêtre, je ne dis pas sur l'ensemble de l'œuvre de la France insoumise, qui est un ramassis de conneries et de QE négatifs depuis le début. Dans cette fenêtre-là, la France insoumise assume. Ils assument leur rôle d'opposition. Donc je leur tire mon chapeau. On est chez Juste Milieu, c'est ça l'exercice, les amis. Reconnaître quand il y a des trucs nuls, reconnaître quand il y a des trucs que je trouve bons. Après, ça reste subjectif, évidemment. Mais moi, je tire mon chapeau à la France insoumise, parce que pendant ce temps, d'autres partis d'opposition prennent leurs électeurs pour des benets, à commencer par le RN, comme j'ai tenté de vous le démontrer. Et les autres partis, c'est pas mieux. Le nouveau Front Populaire, anciennement NUPES, anciennement Tire sur mon doigt, le nouveau Front Populaire, aujourd'hui, te dit... Oui, mais en fait, on veut plus parler à la France insoumise parce que c'est pas des gentils, machin. Donc, aujourd'hui, les autres partis
de gauche, on va dire, n'ont pas forcément été très clairs sur leur vote sur le vote de cette motion de censure. Donc, tout ce que je vous dis par là, les amis, c'est que, mis à part la France insoumise, et j'insiste vraiment pour que les gens comprennent bien qu'on n'est pas dans le manichéisme permanent de dire il y a les gentils, les méchants. Des actes, parfois, vont avoir des couleurs différentes, et je trouve ça assez intéressant de souligner quand il y a des actes bien, mauvais, machin, bidule. Et là, la France insoumise assume son courage, mais les autres, il n'y en a pas. Donc, les conséquences concrètes qui peuvent véritablement souligner la Macronie, elles ne sont pas assumées, elles ne sont pas suivies des faits. Et je trouve que c'est symbolique. Et le RN, qu'on le veuille ou non, le RN est quand même un parti qui enchaîne les soumissions à la Macronie. Le RN, c'est 50 nuances degrés à la sauce Brokeback Mountain avec Bardella. Rappelez-vous l'histoire Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Le RN s'est soumis, ils se sont véritablement soumis pour ne pas s'opposer, donc ils n'ont ni voté pour ni voté contre, ils se sont abstenus, mais on se retrouve avec un Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Donc je pense petit à petit que le RN est en train de se tirer une salve de bastos dans les genoux, et ils tiennent plus droit, ils tiennent plus debout, et ça se valide à chaque fenêtre importante où ils ont le pouvoir de changer quelque chose, véritablement. Donc, voilà un petit peu le paysage que je voulais vous brosser, les amis, dans ce qui se passe aujourd'hui, sans être devin, parce que je le redis, c'est sous réserve, en fait, sous réserve du réel. C'est-à-dire que j'insiste beaucoup là-dessus, moi ça me gonfle de voir de partout des gens qui commentent des hypothèses. Commenter l'hypothétique, commenter l'incertitude, c'est contribuer à endormir les gens. Donc tout le raisonnement que je vous propose là, les amis, j'essaie de m'appuyer en fait sur des faits, sur ce qui est déjà arrivé. Maintenant, la suite, quelle pompe à vélo on va mettre pour remplacer Bayrou, en vérité, je m'en cire. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure de performativité. Alors, pour expliquer le terme, notamment dans le langage, c'est une théorie qui a été développée par un Américain qui s'appelle John Austin, comme la bagnole. Voilà, sauf que rien à voir, parce que c'est pas une voiture. C'est un mec qui a développé dans le langage une théorie qui s'appelle la performativité du langage. C'est-à-dire la capacité du langage à changer le cours du réel. Pour la petite parenthèse, toujours sympa d'avoir une petite ref. La performativité du langage, c'est par exemple des phrases qui vont changer le cours du réel. Alors, tu vois, si je te dis bonjour le matin, par exemple, bon, c'est gentil. C'est poli. Mais ça ne va pas entraîner que automatiquement ta journée va être bonne. Ma phrase n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, le maire qui marie des gens, de femmes, d'hommes, alors là on est en 2025, je veux pas de problème avec les cheveux bleus, attention. Le maire qui va te dire « je vous déclare mari et femme », ou mari, femme, père licorne, je sais pas quoi, cette phrase-là change le cours du réel. La phrase du maire fait qu'elle déclenche dans le réel, l'union entre deux individus. C'est ça la performativité du langage. C'est la capacité du langage à changer l'ordre du réel. Vous regarderez si vous voulez, c'est donc John Austin, un Américain, qui a développé ça. Et on le retrouve en fait dans la politique, quand je parle de performativité, c'est la capacité d'une action à changer le cours du réel. Et en l'occurrence, le nouveau Premier ministre ou la nouvelle Première ministre, on s'en branle. Pour vous le dire très crûment, on n'en a absolument rien à foutre. On repart pour un tour de manège. La véritable performativité, aujourd'hui, elle est dans la destitution d'Emmanuel Macron. Sans nul doute. Alors, peut-être que derrière, on récupère pire. C'est pas gagné non plus. Mais le vrai changement, il passe par là. Un nouveau Premier ministre, qu'est-ce qu'on a à attendre ? Qu'est-ce qu'on a à attendre de ça ? Donc on va endormir les gens avec des espoirs potentiels. Tu vois, les gens de gauche, par exemple, qui auraient pu se mobiliser lourdement demain, le 10 septembre, on y est. Bon, on va leur dire, oui, mais patientez un petit peu, parce que peut-être que le prochain Premier ministre, il est de gauche, donc vous serez contents. Les gens d'extrême droite, qui auraient pu se mobiliser pour faire entendre leur ras-le-bol, vont se dire, bah oui, mais peut-être ça va être Bardella, Premier ministre, donc on n'a pas trop de raison de râler pour l'instant. Pensez bien que le planning est plutôt bien vu quand même. Ce vote de confiance 2 jours avant une mobilisation populaire qui quand même fait trembler le système médiatique à minima, c'est quand même intéressant de voir que 2 jours avant, on crée des espoirs dans le peuple en disant « Non, mais vous énervez pas trop parce que peut-être que votre camp politique va devenir Premier ministre. Donc attendez un petit peu. » C'est quand même très bien fait. C'est quand même très bien foutu. Il n'y a pas à chier, c'est bien foutu. Donc tout ça pour dire que
C'est ce système médiatico-politique aujourd'hui qu'il s'agit de combattre, sur lequel il s'agit de discuter véritablement, factuellement. Après, endormir les gens avec des grandes analyses à vous dire peut-être ça va être machin, peut-être ça va être bidule, peut-être ça va être machin, c'est usant. C'est usant et je trouve que c'est contribuer finalement à un système qu'on prétend combattre. Donc voilà ce que je voulais vous dire les amis pour dépeindre un petit peu ce portrait. Allez-y, je prends tous vos commentaires sur le Discord. Si vous voulez intervenir, vous le savez, c'est très important les copains, sur le Discord juste milieu. N'hésitez pas à venir les amis. Vous venez dans le salon vocal général et on papote. Je prends tous vos commentaires, c'est très important. C'est parti, dans le chat, on a Vosgos qui nous dit « Il est clair qu'une majorité de la population n'a pas confiance aux politiciens. Les gens savent qu'ils pratiquent la langue de bois et les enfument, donc ça va être compliqué. » On a Olivier Marstrez qui dit « Comme par hasard, Bayrou attire l'attention du peuple juste avant le 10 septembre. Ce serait pas bien calculé ça, quelle coïncidence. » Je suis plutôt partisan de ça. Très franchement, je suis plutôt partisan d'un joli calcul qui a été effectué là-dessus. Allez-y, sur TikTok, vous êtes plus de 120 les amis, merci beaucoup d'être là. Allez-y, tapotez, envoyez les cœurs, faites tout ce qu'on fait, tout ce qu'il faut, les roses, les cœurs. On m'a dit sur TikTok, il faut envoyer les roses. C'est interfloral, bordel. Foutez-moi les cœurs, faites péter les compteurs, qu'on soit 1000. Il faut qu'on soit 1000 sur TikTok. Comme ça, on est beaucoup, en fait. Et je me dis, peut-être qu'à 1000 sur TikTok, peut-être que je peux devenir Premier ministre. Au fond, hashtag juste milieu Premier ministre. Au point où on en est, je vais pas faire pire que Bayrou. Sincèrement, moi au moins l'avantage c'est que si je suis au courant d'une affaire de pédocriminalité, je vais en parler, pas comme Bayrou. Tu vois. Donc à la limite, hashtag juste milieu Premier ministre. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous avez peur vous ou pas? Non, non. Moi je serais bien payé, je vais bien bouffer. Et même si je branle rien, on pourra dire c'est bien, il fait comme son prédécesseur. Impeccable. Après, quand je dis ça, c'est que pour moi, vous vous démerdez. Vous votez pour moi. Après, si vous n'avez pas à bouffer, pensez que moi, je suis rassasié. C'est important. Ah ouais. Dites-vous que ça fait un heureux, en fait. Voilà. Qu'une d'une 73 dit le RN se couche pour que Marine reste éligible. On peut toujours expliquer par là, c'est possible. Anarchy 08, mais personne ne va vouloir y aller pour assumer le budget. C'est un suicide politique. Je suis plutôt d'accord avec ça. Plutôt d'accord avec ça, les amis. On en avait parlé, je crois que la semaine dernière, je vous avais partagé mon regard sur la nomination du prochain Premier ministre, qui est un piège. Rappelez-vous, je l'avais dit dans la farce tranquille d'ailleurs, l'épisode 204, si je dis pas de conneries. Donc référence à l'appui, je vous l'ai dit, dans la volonté d'être conséquent. Voilà, c'est la petite ligne en ce moment, de vous proposer des analyses durables sur le temps, durables dans le temps long, pardon, de ne pas faire du commentaire gratuit pour qu'on ne me juge pas, pour me dire tiens, là t'as dit des conneries et tout. C'est très important que vous puissiez revenir vers moi pour dire là t'as dit des conneries, machin. Je pense qu'il y a aussi un piège dans ce qu'a fait Bayrou sur la potentialité d'un Premier ministre d'opposition, d'une cohabitation éventuellement, parce que ce Premier ministre, d'où qu'il vienne, quel que soit son camp politique, devra assumer le budget, devra assumer les mesures budgétaires drastiques qui proviennent en vérité de décisions européennes. Donc vous noterez d'ailleurs qu'on les entend un petit peu moins fanfaronner, les partis d'opposition. Il n'y a que Olivier Faure. Olivier Faure, je veux dire, et le PS à sa suite, ils sont devenus tellement faibles, ils sont devenus tellement nuls que leur leader, ils ont été obligés de l'appeler Faure, tu vois. C'est écrit dessus, c'est comme Marc Dutroux, tu sens que le nom de famille est bien trouvé. Olivier Faure, c'est la même. C'est un parti qui fait un 75 au présidentiel. Donc quand tu commences à prendre une branlée par une danette allégée au chocolat, quand même. Donc non, c'est quelque chose. La frigolette qui nous dit c'est ça qui peut nous tomber sur la tête, le budget et la notation. Merci à Faudrait Voir qui vient de lancer un raid avec 57 bonhommes. Installez-vous les amis, merci. Je crois que c'est la première fois, Faudrait Voir, que tu fais ça. Mais bienvenue, c'est magnifique. Vous l'avez vu, vous l'avez vu là. On est en train de péter des compteurs de partout. Là, ça y est, l'empire du juste milieu, je vous le dis. On est vraiment, c'est analyse politique et tir sur mon doigt. C'est un équilibre très très fin à installer. Mais on va y arriver tous ensemble. Malinx le Lynx 974 qui dit « J'aimerais bien connaître en détail le budget alloué aux fonctionnaires d'État et toute la caste politico-médiatique. » Faudrait Voir qui dit « Oui, on a déjà discuté, mais jamais de raid. » Et ben voilà, mais merci beaucoup de ramener plein de nouveaux copains dans la famille. Voilà, c'est l'heure du goûter, on peut le dire. Voilà, j'ai rigolé qui dit plus que 1700 personnes et let's go Premier ministre. Ben voilà, c'est ça. À partir de 1000 personnes sur toutes les plateformes,
officiellement, je pose ma candidature de Premier ministre. Voilà. Il faut 1000 Twitter, 1000 Facebook, 1000 TikTok, 1000 Twitch. Et là, je fais une vidéo, j'annonce ma candidature. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ce sera à cause de vous, en vérité. Ce sera à cause de vous. Si vous faites péter les compteurs, on y va. On y va. Donc, voilà, c'est parti, les amis. Là-dessus, Hervéro qui dit pendant qu'on parle de ça, on parle pas du conseil de défense de demain. D'ailleurs, demain, alors c'est 10 septembre, vous le savez, on en reparlera. Je vous ai préparé une petite dinguerie. Voilà, je vous ai préparé une petite dinguerie pour les réseaux sociaux. Il y a eu de la rigolade cet après-midi. Voilà. Il y a eu une petite séquence. Si vous êtes sage, je vais peut-être vous diffuser les 30 premières secondes. On verra. Je sais pas encore. On verra. Voilà. Avec un nouveau personnage dans les capsules. Il s'appelle Patrick. Je peux pas en dire plus. Voilà. Les amis, alors on peut continuer à parler de ce sujet-là. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des remarques. C'est important parce qu'évidemment le sujet est dans l'actualité. C'est important qu'on discute, que vous donniez aussi votre sentiment sur tout ça, les copains. Kunjun73 qui dit si tu es Premier ministre, tu prends Julien Pain en ministre. Non. Enfin si, Julien Pain, je le nomme ministre de rien en fait. Ce qui lui changera pas des masses, mais je le nomme ministre. Je le veux dans mon gouvernement pour qu'il fasse rien. Voilà. Officiellement. Voilà. Au moins, il est payé pour rien. Mais au moins c'est clair, au moins on sera dans la transparence et ça me plaît. Le petit Go qui dit à partir du moment où Attal ou Castex ont pu être Premier ministre, tout le monde peut l'être. Ah ben, dans la continuité Borne, Attal, Castex, Bayrou, si tu regardes, c'est une longue descente aux enfers pour le charisme. Tout ce qui est lié au charisme, si tu veux, c'est hop, tac, asymptote négative, t'atteins moins 15. Donc le prochain Premier ministre, à ce rythme-là, c'est Loana. J'ai fait mes calculs, c'est Loana ou Moundir de Koh Lanta. Normalement, ça passe. On peut y arriver. Donc, voilà. Phil Real 89 qui dit ce serait intéressant de faire un gouvernement utopique avec que les personnes que l'on aime. Mais ça, c'est vrai. Mais moi, je peux vous le faire, mon gouvernement. Moi, je le fais. Moi, je le donne. Je le communique. Parce que, sachant que je suis peut-être bientôt Premier ministre, hein, voilà, si tous les compteurs explosent grâce à vous, que vous vous mobilisez pour la France avant tout, hein, pour Marianne, voilà, qui est ma fleuriste, mais dans mon gouvernement, ça je vous le donne tout de suite. Premier ministre, moi-même, déjà ça c'est réglé. Ministre des Sports, Claude Onesta, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball, j'adore ce mec, il fait des conférences, ils sont formidables. Ministre de l'Intérieur, Rocco Siffredi, parce qu'on a quelqu'un qui connaît l'intérieur. Voilà, il a fait carrière à l'intérieur. Ministre, voilà, ça c'est réglé. Ministre de la Culture. Je mets Jean-Claude Van Damme, parce que au moins faut rigoler. Donc Jean-Claude Van Damme, 1 + 1 = 4, on est bon. Parce que après Rachida Dati, si tu veux, Rachida Dati, elle est en permanence en position de grand écart entre la déontologie et sa déclaration fiscale. Van Damme aussi, il est en grand écart. Donc on va y arriver. Ensuite, ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors déjà, je divise. Il y a un ministère de la Jeunesse, un ministère des Sports. Je vous l'ai dit, au sport, c'est Onesta. À la jeunesse, Morandini. Je rigole. Non, il serait tenté de nous faire l'intérieur et la jeunesse. Non. À la jeunesse, je nous mets quelqu'un comme parce qu'il est jeune, il faut leur parler en fait. Donc je mets toute l'équipe là tous les streamers du The Event là. Vous avez vu, c'est sympa. Je mets Samuel Etienne. Tiens. À la jeunesse, je mets Samuel Etienne. La culture, le fun, l'internet. Samuel Etienne. Ça c'est réglé. Ensuite, donnez-moi les autres ministères là, dont vous voulez savoir un petit peu tout ça. Donnez-moi. Là j'ai mon gouvernement qui est en train de s'établir. C'est officiel. Ministère de l'alcool. Parce que je vais créer un ministère de l'alcool. Parce que la fête, c'est rigolo. Ce sera ça le slogan. Je nomme Jean-Louis Borloo, Renaud, et c'est tout. Parce que déjà, ça va être pas mal, ça va relancer la production, ça fait plaisir. À l'armée, ministère des armées, de l'air, de terre et de sous-terre. Je crée aussi des armées de sous-terre. Tout ce qui est vers de terre et compagnie, on recrute. L'armée de sous-terre recrute. Et je nomme officiellement... à l'armée, qu'est-ce que j'ai envie Philippe de Villiers.
Non, qui est sur le Pierre de Villiers, le frérot. Pierre de Villiers, je l'aime beaucoup. Pierre de Villiers, j'aime bien, je le trouve intéressant. Bon, il a quelques histoires de cabinet de conseil avec des Américains, mais je lui dis, Pierrot, t'arrêtes tes conneries avec l'oncle Sam, tu viens avec nous, tu deviens. Ensuite, ministère de la diplomatie et du calembour. C'est un nouveau ministère que je vais créer pour Pierre-Yves Rougeron, que j'aime beaucoup, c'est lui. Vous pouvez lui dire, il sera ministre. C'est réglé, ça aussi. Ensuite, ministère des relations avec le Parlement. Je mets Patrick Sébastien. Parce que les relations, ça le connaît. Et à mon avis, il va arriver au Sénat, il va nous décoincer tout le monde. Et je peux te dire que les navettes parlementaires, ça va les détendre. Quand ils vont voir la tête de la navette de Patrick, ça va être bien. Donc, Patrick Sébastien, ministre des Relations avec les parlements. Le Parlement. D'ailleurs, le Parlement, il n'y aura plus que 12 bonhommes. Voilà, ce sera plus ou moins une association de pétanque parce qu'ils sont trop nombreux, c'est chiant. Toutes les décisions sont prises par référendum. On est en 2025, on a Internet, on vote pour la Star Academy par SMS, on peut bien faire des référendums par SMS. Donc c'est terminé. Parlement, Assemblée nationale, on rassemble tout le monde, ils sont 15. Voilà. Ils sont 15 et ils ont des maillots de rugby, coq sportif, parce qu'il faut qu'il y ait de l'ambiance. Voilà, il faut qu'il y ait de l'ambiance, ça c'est très important. À l'agriculture, évidemment, je nomme quelqu'un comme Jean Lassalle, évidemment. Alors, il y a les bisbilles avec Willy Schrein, le patron des chasseurs, qui s'est un peu rapproché de la Macronie. Jean Lassalle, ok, bon, il s'est rapproché de ses bonhommes, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait tous des... Voilà, c'est un parcours de vie, il a le droit. Je mets mon Jean Lassalle. Je mets Jean Lassalle, ministre de l'Agriculture, parce qu'il faut savoir pardonner. Voilà. Puis de toute façon, parce que je suis pas à l'église, il a fait des erreurs, on s'en bat les couilles, tout le monde fait des erreurs. Ministre de la bière. Parce qu'il y aura un ministère de la bière. Là, je nomme la Belgique. C'est-à-dire, on rachète la Belgique, en fait. On fait un accord à l'ONU, ça se joue au baby-foot. Celui qui gagne, et on rachète la Belgique. Comme ça, la Wallonie, on appelle ça France-Belge. Voilà. Comme ça, au moins, ils ont une Coupe du Monde. Tout le monde est content. Ils en ont même 2. S'ils nous rejoignent, ils en ont 2. Ça fait plaisir, plutôt que 0. Donc, hop, la Wallonie, ça devient français. On appelle ça, comme région, la France de la fête. Voilà, la France de la fête, c'est la Belgique. Ils s'entendront bien avec les Lillois, ça va être impayable. Ça va être la braderie de Lille tous les jours, ça va être super. Donc, ministère de la bière, je nomme la Belgique, tout entière. Tous les Belges deviennent ministres de la bière, officiellement. Tous, ils auront l'obligation d'avoir une écharpe, ministre de la bière. Oui, ça c'est officiel. Le biéristan, voilà, c'est une très, très bonne idée. Hervé Rault, tu seras secrétaire d'État aux bonnes idées. Hervé Rault, il m'a proposé ça dans le chat. Le biéristan, on va appeler ça comme ça. Ou la fritière, pourquoi pas. On verra. On va trouver des idées. Donc voilà, et on fera une immense assemblée nationale qu'on va appeler les rois de la fête. On va réunir les Belges, les nordistes et les Bretons. Voilà. Et personne en dessous d'1 gramme. Très important. Bon, de toute façon, ils sont déjà là-dedans. Donc c'est bon. Voilà, on va faire une assemblée nationale, l'assemblée de la Fiestoche. Le siège sera à Vannes. Parce que c'est drôle, ça s'appelle Vannes. Non, c'est marrant. Et le siège sera à Vannes, Assemblée nationale de la Fiestoche. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Ensuite, j'ai oublié quoi comme ministre. Je suis pas mal, là, déjà. Hein. Je crois que je suis pas trop mal. Hein. Là, je crois que je suis à l'éducation. L'éducation, je nomme Jamy de C'est pas sorcier. Parce que je l'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé, et je reforme le trio avec Fred, Jamy et Sabine. Et la petite voix qui conduit le camion. En fait, je refonde C'est pas sorcier, finalement. Je mets Jamy Gourmaud, ministre de l'Éducation. Voilà. Et toutes ces interventions à la télé, ces déclarations officielles, il devra les faire à la façon C'est pas sorcier. Ouais. Quand on lui demandera les nouveaux programmes de l'année, mais dis-moi, Jamy, alors et il arrivera avec ses lunettes rondes, il dira, bah, on sait pas. Alors la petite voix, ta gueule et tout, ça va être super. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Hein. On tient une belle équipe. Hein. On tient vraiment une belle équipée sauvage. Donc voilà mon gouvernement, les amis. C'est officiel. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Si vous êtes d'accord, vous tapotez sur TikTok, vous mettez des cœurs pour manifester votre accord. Et sur toutes les autres plateformes, hashtag juste milieu Premier ministre. Voilà, avec des majuscules au début de chaque mot. C'est très important. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal, les amis, sur tout ça. Alors, on déconne. Tiens, je me mets un coup d'eau, tu vois. J'ai oublié la justice, c'est vrai. Dites-moi, parce que je crois que j'ai oublié des ministères. La justice, à ministre de la justice, je mets
Éric Dupond-Moretti, mais je l'oblige à se poursuivre lui-même. Parce que comme je suis Premier ministre, que j'ai le droit, parce que c'est moi le chef, je fais une circulaire pour poursuivre Éric Dupond-Moretti. Et je l'oblige à se poursuivre lui-même. Ouais. Et à arriver à la télé et dire « Je démissionne à cause des poursuites que j'ai lancées moi-même. » Voilà. Que pour une fois, on comprenne quelque chose dans ces déclarations. Pour une fois que ça ait du sens et qu'ils poursuivent les bonnes personnes. Donc au moins après, je le nomme, on l'humilie, il dégage, il va en prison. Ensuite, du coup, il y a un poste vacant. Je mets qui à la justice ? Je mets... c'est une bonne question, c'est une très bonne question. J'ai déjà l'impression d'être à la télé. C'est une très bonne question, monsieur El Kabash. Très très bonne question. À la justice, je mets Philippe Etchebest. Parce que ça me fait marrer. Ça me fait rire. Non, alors Philippe Etchebest, secrétaire d'État. Voilà, pour aller... voilà, parce que c'est marrant. Juan Branco à la justice. Ah ouais, si, quand même. Si. Ah ouais, si. Juan Branco à la justice, on peut être pas mal. Et je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est... Voilà. Ministère du Rail, Pierre Palmade, et du système ferroviaire. Plutôt qu'ils reviennent nous faire chier sur scène à écrire un livre, autant qu'ils soient au gouvernement. Moins c'est réglé. Donc je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal, les amis, sur tout ça. Alors, on va redevenir sérieux, putain. On va redevenir sérieux parce qu'on est une émission sérieuse au départ. On est une émission sérieuse et regardez un peu. C'était pas. Je viens de voir la séquence dans le fil Twitter. On redevient sérieux, les amis. Et à la santé, Louis Fouché parce que je l'adore. Et en plus, il vient de Marseille. À mon avis, on va s'éclater. Puis il est fortiche. Voilà, ça s'est réglé. Je pense que là, j'ai tout le monde. On est bon. Marlène Schiappa, ministre des Ponts et Chaussées. Reboucher les trous, c'est sa spécialité. La séquence que je viens d'avoir sur mon fil Twitter, les amis. On a un fil intéressant. Une actu intéressante, regardez, la ministre de la Santé suédoise s'effondre en pleine conférence de presse. Alors, c'est pas intéressant, Pusher, c'est pas drôle, mais regardez cette séquence, ça vient de tomber. C'était il y a quelques minutes. Det tänker jag vi har i en särskild övning möjligen. Hälso- och sjukvården. Voilà, donc en direct à la télé suédoise, les amis, la séquence va passer un petit peu de partout. Alors, on lui souhaite évidemment bon rétablissement, c'est le plus important. Mais toutes ces séquences-là, alors là encore, exercice juste milieu avant tous les copains, toutes ces séquences-là, autant on va pas tout de suite sombrer dans le discours qui serait crétin. Non, c'est le vaccin. Il n'y a aucune preuve d'ailleurs de dire c'est le vaccin ou c'est pas le vaccin. Soyons sérieux. Mais ces séquences-là qui se sont multipliées, que ce soit sur les terrains de sport, dans les médias de partout, on lui souhaite évidemment bon rétablissement. Affaire à suivre, hein, j'espère que c'est rien de grave évidemment, mais toutes ces séquences-là, le bon sens commande de dire qu'à un moment donné, on n'en voyait pas autant. Alors j'entends déjà hein, les zététiciens façon la tronche en biais. Alors s'il y avait que la tronche qui était en biais, on n'en serait pas là. J'entends déjà les zététiciens dire oui mais en fait vous dites qu'on n'en voyait pas autant avant parce que c'est certain qu'au XIVe siècle il n'y avait pas la télévision donc on n'en voyait pas. Voilà, argument de pompe à vélo. J'anticipe. Quand je dis avant, c'est il y a 10 ans, disons. Il y a 10 ans, on voyait pas autant ce genre de séquence-là, les amis. Donc c'est très inquiétant évidemment. On espère que cette dame va bien. Affaire à suivre, on en reparlera. Je vais essayer de trouver des infos dans les journaux suédois. On en reparle les amis. Le gros sujet les copains que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Gros sujet qui nous emmène au sommet de l'Union européenne. On va parler d'Ursula von der Leyen, les amis. L'occasion de revoir tous ces sombres dossiers et de monter dans l'arbre généalogique d'Ursula von der Leyen, parce qu'il y a de très belles choses et très sombres choses à découvrir. Alors, Ursula von der Leyen, on va d'abord commencer par présenter le personnage, les amis, que vous connaissez tous, hein, une sorte de Cruella bruxelloise, un savant mélange entre le parrain et la Reine des Neiges, qui nous casse les pieds depuis des décennies. Elle a commencé à casser les pieds à nos amis allemands, parce qu'on va remonter sa carrière quand elle était ministre en Allemagne, et maintenant, voilà-t-il pas qu'elle nous casse les pieds au niveau européen en tant que chef de la Commission européenne, dans la mesure où, quand je vous parle de Reine des Neiges, c'est-à-dire, elle décide des trucs et ça se fait, quoi. À côté, Macron, c'est un Playmobil, c'est un activiste anarchiste. Von der Leyen, c'est vraiment le symbole de ce qu'est devenu l'Union européenne, une forme de négation de la souveraineté des nations et surtout le plein pouvoir de gens qui ne sont pas élus par le peuple et qui pourtant s'octroient bien des
droit. Alors, Ursula von der Leyen, pour commencer avec elle, elle est née en 1958 à Bruxelles. Elle est membre de la CDU au départ, donc le parti politique allemand. Ministre allemande entre 2005 et 2019, très belle carrière. Et puis présidente de la Commission européenne depuis 2019. Figure forte de la vie politique allemande qui s'est imposée dans les esprits en Allemagne puis à l'échelle européenne et qui s'est imposée pas qu'avec des belles choses. Alors là, je suis obligé de le dire. Je suis enquiquiné. I am enquiquined de vous dire ça, les amis. Parce que Ursula von der Leyen, elle a ceci de commun avec Philippe Etchebest, c'est qu'elle a une collection de casseroles qui te ferait rêver n'importe quelle cuisinière de maison. C'est incroyable. Je veux dire, le CV d'Ursula en termes de scandale politique, on a une collection de casseroles, c'est un rayon chez Jiffy, qui d'ailleurs brille par ses idées de génie. Voilà, on ne le dira jamais assez. Alors pour vous remonter les principaux dossiers, les amis, parce qu'on a de très belles choses, jusqu'à des affaires vraiment avec des poneys, vous allez voir. Attention, voilà, pas d'esprit grivois. Non, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. Le premier scandale véritablement qui a frappé Ursula von der Leyen, c'est le scandale des consultants en Allemagne entre 2018 et 2020. Et vous allez voir, qui rappelle d'étranges choses pour ceux qui ont suivi les dossiers. Lors de cette période, donc juste avant le Covid, alors qu'elle vient d'être nommée à la tête de la Commission européenne, comme je vous l'ai dit, c'est en 2019, elle est rattrapée par un scandale et elle est accusée par des médias allemands notamment de mauvaise gestion au ministère de la Défense allemand avec des contrats de plusieurs millions d'euros attribués sans appel d'offres à des consultants comme McKinsey ou Accenture, décidément, c'est fou, et notamment des soupçons de favoritisme. Alors, vous connaissez la maison, les amis. Quand j'aborde des sujets sensibles, véritablement aussi sensibles qu'une chevalière épaisse sur un doigt de proctologue, je fais très attention à sourcer ce que je vous dis, les copains, et prendre des sources mainstream. C'est très important. On me reproche parfois, et j'entends la critique, j'entends le reproche, de dire « Rémi, oui, mais tu utilises des sources mainstream, c'est pas bien d'utiliser les sources mainstream ». Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, les amis, c'est un peu comme le judo. J'utilise la force de l'adversaire pour mieux la retourner contre lui. Si je prends des sources mainstream pour sourcer ces sujets sensibles, et notamment Ursula von der Leyen, tout ce que je vais vous dire, c'est précisément pour me protéger de Rudi Reichstadt et sa horde de journalistes subventionnés à 2 balles. Je préfère dire, s'il y a du complotisme, ça vient de sources mainstream. Débrouillez-vous avec ça, évidemment. Et donc, sur ce scandale des consultants 2018-2020, on a un article de Radio France du 24 juin 2020, tu vois, ce scandale qu'Ursula von der Leyen pensait laisser derrière elle à Berlin. On nous dit l'opposition allemande publie un rapport d'enquête accablant sur la responsabilité d'Ursula von der Leyen dans un scandale qui a coûté des dizaines de millions d'euros au ministère qu'elle dirigeait avant de partir pour Bruxelles. Alors vous ne rêvez pas, si vous regardez l'article en replay, la vidéo en replay sur YouTube, toutes les sources sont en description bien sûr les amis. Et Ursula von der Leyen avait déjà une affaire comme celle du Pfizer Gate, des SMS Pfizer, j'y viens dans quelques minutes, elle avait déjà une affaire similaire derrière elle en Allemagne. Alors qu'elle était ministre de la Défense, il y avait déjà des négociations totalement opaques et un rapport d'enquête qui l'a accusée directement. Et on estime d'ailleurs que sa nomination à la tête de la Commission européenne n'était qu'un exil pour la protéger. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours Radio France, regardez. Oui, car avant de quitter Berlin pour Bruxelles l'année dernière, Ursula von der Leyen était la ministre de la Défense d'Angela Merkel et son départ avait été jugé aussi inattendu que précipité. Aujourd'hui, 1 an plus tard, voilà que ressurgit un vieux dossier de l'époque qui n'a pas fini de la poursuivre jusque dans son exil européen. Donc, déjà, la nomination d'Ursula von der Leyen est une forme de recasage et surtout une forme d'exil pour la protéger et la mettre à un poste où elle semble presque inatteignable. Donc c'est assez extraordinaire de se dire qu'elle avait une... Mais là on est sur une belle casserole, on est sur une sauteuse. Tu sais, pour les patates, moi j'adore les patates rissolées, c'est super bon, avec la graisse de canard. Tu sais, quand tu fais un magret, pim pam poum, tu gardes ta graisse de canard, tu fais les patates rissolées, on est impeccable. Du sel fin, hop là. Mais non, mais la fleur de sel, qu'est-ce que je raconte? De Camargue, évidemment. Moi j'adore ça. Donc là, Ursula, elle a commencé, si tu veux, à la Commission européenne, avec une belle sauteuse dans le sac à dos. Et c'est pas fini.
Parce qu'on arrive évidemment au Pfizergate, au fameux Pfizergate. En 2021, on apprend qu'Ursula von der Leyen a négocié pour près d'1,8 milliard de doses d'injection Covid-19 par SMS avec le PDG de Pfizer. C'est-à-dire que toi, sur Tinder, t'oses pas communiquer ton adresse postale. Ursula nous a négocié des milliards d'euros par SMS. Ouais. Alors là encore, attention, hein, il faut regarder à la vérité. Alors sur cette affaire, pour résumer un petit peu tout, je vous ai pris une vidéo de l'excellente Virginie Joron que beaucoup d'entre vous connaissent, qui nous résume un petit peu l'affaire. Regardez dans cette vidéo, l'affaire du Pfizergate. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Un rappel ne fait jamais de mal, comme disait Charles de Gaulle, notamment le rappel du 18 juin, évidemment. Certains juges agacés par les non-réponses de l'avocat de la Commission européenne. Je vais vous rappeler le contexte. C'est Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer eux-mêmes qui ont vendu la mèche sur leurs échanges dans un entretien avec le New York Times en 2021. Le journaliste Alexandre Fanta a alors cherché à obtenir l'accès à ces messages via la réglementation sur la transparence et le médiateur européen, mais sans succès. Par la suite, le prestigieux journal américain a demandé à la Commission de publier les SMS qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, directeur général de Pfizer, avaient échangé alors qu'ils négociaient le plus gros marché de l'histoire de l'Union européenne, caché. C'est pour Pfizer 1,8 milliard de doses pour 35 milliards d'euros. Voilà, donc 35 milliards d'euros, c'est beaucoup. Voilà, non, c'est beaucoup. Alors, évidemment, cette affaire, les amis, je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent. Je prends un malin plaisir à insister parce que c'est quand même le genre d'affaire où, quand on met tout à plat sur la table, on se dit plus de 30 milliards d'euros négociés par SMS par la présidente de la Commission européenne en personne, avec le PDG de Pfizer en personne, et Ursula von der Leyen qui refuse de communiquer les SMS. En fait, le parrain à côté, c'est Camping Paradis. Quand on formule les choses de manière factuelle, parce que tout ce que je vous dis est factuel, vous avez des sources mainstream, si vous voulez, qui relatent les faits en ces termes. Vous avez la chargée, la responsable au Parlement, à la Commission européenne, la responsable de l'éthique qui a mené une enquête là-dessus. Autant dire que la dame ne chôme pas. Tout ça est malheureusement officiel. Et c'est allé encore un petit peu plus loin sur le Pfizergate, et là encore, je vous ai trouvé un article du Post, qui est un média belge, là encore un média belge assez connu, mainstream, et qui rappelle dans un article du 18 mai 2024 un élément central du Pfizergate, parce que des SMS à 30 milliards, bon, allez, passe encore, peut-être elle n'a pas fait exprès, elle s'est assise sur son téléphone, ça arrive, mais ce qu'il y a d'encore plus croustillant, et ce que nous dit le média belge Le Post, le dossier des plaintes à l'encontre de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du PDG de Pfizer Albert Bourla révèle des éléments qui interpellent. Outre l'importance du montant des contrats d'achat de vaccins anti-Covid-19, au moins 44,4 milliards d'euros, les liens entre Heiko von der Leyen, le mari de la chef de l'exécutif européen, et le groupe pharmaceutique Pfizer dérangent. En effet, il est depuis 2020 directeur médical de la biotech américaine Orgenesis, associé à Pfizer pour aider ce dernier à développer le composant ARN messager de son vaccin anti-Covid-19. Bah oui, parce qu'en plus, elle a donné du pognon, un pognon européen, sans consulter grand monde, à Pfizer qui bosse avec son mari. Voilà, hein. Vraiment, je te le dis. Al Capone, à côté, c'est l'abbé Pierre, voilà, avec le sgeg qui reste dans le pantalon. Donc, c'est une affaire extraordinaire, ce Pfizergate. Je ne vais pas insister trop longtemps, les amis, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de tout ça, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette affaire, je le redis. Autre affaire qui concerne Ursula von der Leyen, on a Libération, cette fois, qui nous fait un article concernant le Pipergate. Ursula von der Leyen reprise la main dans le sac du clientélisme au pire moment. Et là, c'est Libération qui nous le dit. Déjà décrié cet été après avoir offert à une Américaine un poste économique clé de l'Union, la présidente de la Commission européenne avait réitéré en janvier, en nommant conseiller l'eurodéputé de son parti Markus Pieper, qui s'est lundi retiré de sa fonction. Une affaire de plus pour l'Allemande qui ne s'embarrasse pas des règles pour placer ses amis. Donc ça, c'est Libération qui vous le dit, les amis. Une fois de plus, j'insiste vraiment que vous compreniez ma démarche, hein. S'il y a peut-être des petits nouveaux, je ne suis pas là pour alimenter des thèses complotistes. Attention, j'ai bien tout lu Conspiracy Watch, j'ai écouté Tristan Manès France religieusement, je me méfie
du complotisme comme des livres de Marlène Schiappa. Attention. Donc je suis très rigoureux sur le fait de ne têter qu'à la mamelle des médias mainstream, pour justement me garder de toute théorie fumeuse qui me pousserait immédiatement dans les bras du Troisième Reich. Attention, je fais très attention à ça. Une autre affaire. Alors celle-là, je vous parlais de poney tout à l'heure. Alors là, ceux qui ont imaginé des choses obscures, vous n'avez rien à faire là, évidemment. C'est sur des sites qui, aujourd'hui, il faut prouver son âge pour y aller. Mais une affaire incroyable qui a été relayée par l'opinion, là encore, dans un article du 26 septembre 2024. C'est une affaire de génie. Je vous lis. L'Europe a décidé de moins protéger les loups. Une majorité de pays s'est déclarée favorable à un statut un peu moins protecteur hier à Bruxelles. Donc peut-être avez-vous entendu parler de cette décision de l'Union européenne qui, vous savez, l'Union européenne a la capacité d'intervenir sur des registres divers et variés, notamment la protection des espèces, avec des lois, des réglementations et compagnie. Et récemment, ils ont allégé les lois concernant la protection des loups. Et le motif, je vous le montre, parce que je pense que si je ne vous le montre pas, certains peuvent penser que je dis des conneries. La raison pour laquelle l'Union européenne a allégé les lois contre les loups, je vous le lis. Savez-vous qui est Dolly ? Dolly est, ou plutôt était, un poney, celui d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Une nuit de septembre 2022, Dolly, 30 ans, a été tuée par un loup en Basse-Saxe. En fait, Ursula von der Leyen, elle avait un poney. Alors Macron, avant, il avait Benjamin Griveaux, voilà, dans la même catégorie. Bon, von der Leyen, elle avait un poney. Son poney, il s'est fait embrouiller par un loup, qui a fini par le grignoter un petit peu. Et Ursula von der Leyen, comme elle n'était pas contente, elle s'en est pris au loup, à travers les lois de l'Union européenne. J'ai pas de blague. Là, elle a crié au loup, quoi. Ouais, tu vois, parfois le réel est beaucoup plus drôle que ce qu'on peut en faire. Et tout ça, c'est l'opinion. Je vous le remonte, les amis. C'est l'opinion qui est un média connu, qui est un quotidien connu en kiosque. Il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est tout à fait sérieux comme source. Voilà. Donc, Ursula s'est fait bouffer le poney, si j'ose dire, par un loup. Et elle nous a changé les lois sur les loups. C'est-à-dire que Ursula, demain, elle tousse à cause d'un noyau d'olive. T'inquiète pas que tu t'es pas prêt de manger une tapenade. Elle va t'interdire les olives à travers l'Europe. Ça va être vite vu, cette affaire. C'est quelque chose, hein. Non, mais... Et tout ça, démocratiquement. Voilà. C'est la démocratie, avant tout. Allez pas croire qu'elle fait ce qu'elle veut. Il y a des garde-fous. Des garde-loups, même, en l'occurrence. Donc, non. Et puis, encore tout récemment, parce que la liste est longue comme le bras, comme dirait Jamel, on a Ursula qui nous a encore pondu une fake news, pour le coup, avec cette histoire très récente de turbulence, tu sais, de brouillage GPS. C'était il y a quelques jours. Le brouillage GPS dont aurait été victime son avion alors qu'elle se rendait en Europe de l'Est. La Commission européenne a communiqué, et tout ça est faux. Et là encore, ça a été débunké par Le Parisien. Le Parisien en est à débunker Ursula von der Leyen. Regardez cette petite vidéo. La Commission européenne a subi un brouillage GPS à son arrivée en Bulgarie, un brouillage qui pourrait être d'origine russe. This was due to blatant interference by Russia. C'est un incident diplomatique important dans le contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais Ursula von der Leyen est arrivée saine et sauve. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que sur les réseaux, la version des faits donnée par l'exécutif européen a été remise en cause par ça. Flight Radar, un site qui montre en temps réel les trajets des avions. Et quand on regarde le tracé de l'avion concerné, il y a deux éléments qui ont déclenché des rumeurs de mensonges de la Commission européenne autour de ce qui se serait vraiment passé. D'abord, les temps de trajet. Selon les sources citées par plusieurs médias, l'avion aurait tourné 1 heure au-dessus de l'aéroport avant de pouvoir se poser. Sauf que selon Flight Radar, le trajet a eu un retard de seulement 9 minutes, et pas 1 heure. Je doute fort que l'appareil ait tourné 1 heure en vol au-dessus du terrain parce qu'il n'avait pas de GPS. Il n'a pas besoin de GPS pour se poser. Il y a des moyens de radionavigation qui permettent de se poser dans des conditions de nuit, dans le brouillard, dans des conditions extrêmes. Que l'équipage ait eu un moment de surprise. Ils ont décidé de voir s'il n'y avait pas une autre panne. Ça prend un peu de temps, donc ils ne se précipitent pas sur le terrain. Ils commencent par vérifier qu'il n'y a pas autre chose en termes de panne. Ça, c'est possible. Tu vois, donc le Parisien en est à débunker Ursula von der Leyen pour vous dire à quel point la meuf
cumule dans le monde de la mythomanie que même les médias mainstream se disent non, ça va se voir, faut faire quelque chose. Tu vois. C'est terrible, c'est véritablement terrible. Donc Ursula von der Leyen, c'est ça, l'œuvre de la Reine des Neiges, si j'ose dire. Alors, évidemment, je vous parle de ça, et au titre de cette vidéo, au titre de cette séquence, je vous avais promis de parler de la généalogie d'Ursula von der Leyen. Et c'est là où ça devient un petit peu coquin. Ça devient un petit peu coquin quand on découvre la carrière de son père. Un certain Albrecht, enfin Ernst Albrecht. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Là encore, ça permet d'être dans la plus pure tradition du juste milieu. C'est qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du père d'Ursula von der Leyen, pardon. On a entendu, par exemple, que son grand-père paternel était un certain Karl Albrecht Oberg, qui fut général SS, responsable de la déportation de milliers de juifs. Ça n'est pas le bon. Ça n'est pas le bon. Karl Albrecht Oberg est un homme qui a existé, mais qui n'est pas le grand-père d'Ursula von der Leyen. Je voulais absolument faire cette enquête, les amis, parce que j'ai beaucoup entendu parler des rumeurs autour de sa famille, notamment une histoire d'une photo de sa grand-mère qui serrant la main d'Adolf Hitler. Là encore, d'après plusieurs enquêtes que j'ai pu découvrir à droite à gauche, plusieurs articles, ça n'est pas la grand-mère d'Ursula von der Leyen. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs qui semblent, jusqu'à preuve du contraire, restons prudents, hein, on n'est pas chez les fact-checkers, qui semblent invalidées. Beaucoup de rumeurs qui semblent être invalidées. Par contre, il y en a une qui n'est pas invalidée, et elle concerne justement Ernst Albrecht, qui est le père de von der Leyen. Je vous l'ai dit, concernant les grands-parents, c'est le flou. Et quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. T'as capté la ref. Par contre, le papa de von der Leyen, il a, comme la fifille, 2 jolies casseroles. Et c'est ça que je voulais vous présenter, les amis, dans le cadre d'une enquête qui, j'espère, va faire un petit peu parler. Je vous en parle dans quelques minutes. J'ai mené cette enquête-là pendant pas mal de temps pour vous la proposer. On commence avec le cas Ernst Albrecht, donc, qui est ce monsieur. Je vais vous montrer la photo. Il est beau comme tout, hein, évidemment, hein, les hamsters font pas des oiseaux. Ernst Albrecht, c'est lui, donc le papa de Ursula von der Leyen. Il est né en 1930 à Heidelberg, dans une famille bourgeoise, parcours brillant en droit et en économie. Il devient ministre-président de Basse-Saxe, donc qui est un Länder allemand, entre 1976 et 1990. Regardez, on a petite séquence de discours de Ernst. Regarde, alors c'est en allemand, évidemment, on ne comprend rien, mais avec 2-3 Ricards dans le museau, on comprend un peu mieux déjà, regarde. Leute, die davon reden, dass das Deutsche Reich rechtlich nicht untergegangen ist. Und dazu gehört unser Non, bon, on comprend rien. Mais voilà, parce qu'il parle allemand. Et donc, Ernst Albrecht, il a une particularité, c'est que, comme je vais vous le présenter, il a multiplié les postes au sein d'instances européennes et il a fait partie de ces grands personnages qui ont accéléré la construction européenne. Parce que oui, Ursula von der Leyen, en plus d'accumuler les casseroles, d'accumuler les scandales, Ursula von der Leyen est une pistonnée. Papa, il a fait carrière avant, dans la construction européenne et dans les instances européennes. Donc, en plus, Ursula est une pistonnée. Alors, rappel important concernant Ernst Albrecht, pour tordre le cou à une rumeur qu'on peut entendre aussi de temps en temps sur lui, sur le père de von der Leyen. Ernst Albrecht n'était pas nazi lui-même. Il avait 14 ans environ au moment de la guerre, je vous l'ai dit. Il est né en 1930, donc je vous laisse faire le calcul sur une guerre 39-45. J'ai pas réussi à trouver d'éléments, j'ai pas mal bossé tout ce que je vous dis là, j'ai pas réussi à trouver d'éléments concernant son appartenance aux jeunesses hitlériennes. Malheureusement, il y avait un enrôlement général des jeunes là-bas qui faisait que c'était quand même compliqué d'y échapper. Donc, on n'a pas d'éléments comme quoi il n'a pas été, par exemple, soldat. Il n'a pas été soldat nazi, il n'a pas été il n'a pas été politicien nazi, parce qu'à 14 ans, c'est tendu. Après, tu peux devenir président de la République, mais c'est pas le sujet. Donc, ce qu'on peut savoir, et là où ça score, c'est ce qui est intéressant sur Ernst Albrecht, c'est qu'en 1958, il intègre la Communauté économique européenne, donc qui est l'ancêtre de l'Union européenne, la CEE qui succède à la CK, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ernst Albrecht intègre en 1958, donc durant le mandat d'un homme qui est à la tête de la CE, un certain Walter Hallstein.
souvenez-vous bien de ce nom, je vais vous en reparler. Là encore, il y a des choses croustillantes. Et Ernst Albrecht devient chef de cabinet. Quelques années plus tard, il est nommé directeur général de la concurrence, toujours au sein de la CEE, entre 1967 et 1970 très exactement, avant de se lancer en politique nationale, donc en Allemagne, et de dominer la politique en Basse-Saxe comme ministre-président pendant plus de 10 ans. Et ce qui est bien avec Ernst Albrecht, c'est que les scandales, c'est de famille. Durant sa carrière, alors qu'il est à un très haut poste de politique nationale, comme je vous l'ai dit, Ernst Albrecht se lie d'amitié avec un certain Wilfried Hasselmann. Alors, ce nom, tu te dis, tiens, on dirait une marque de tronçonneuse. Wilfried Hasselmann, si tu as un peu de bois chez toi, tu as envie d'acheter une Wilfried Hasselmann. Alors l'homme, il n'est pas dans la tronçonneuse. C'est un ancien officier d'artillerie nazi et membre du NSDAP qui, en 1978, avait défrayé la chronique. Alors, dans le contexte post-Troisième Reich de dénazification en Allemagne, on a beaucoup parlé de ça. Attention à ne pas tomber dans les procès faciles, si vous voulez, de ces Allemands qui, pour beaucoup, ont fait partie du régime nazi et qu'on a retrouvé à des postes dans la politique allemande et compagnie. Beaucoup d'efforts ont été faits pour cacher tout ça. Mais en vérité, c'était malheureusement monnaie courante et tous les nazis n'ont pas été chassés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est une évidence qui ne fait à peu près aucun doute. Et le Wilfried Hasselmann faisait partie un peu de ces gens qui sont passés entre les mailles du filet, sauf qu'il a continué. En 78, comme je vous disais, lors d'une intervention devant une association d'anciens soldats de la Wehrmacht, Hasselmann a glorifié ces vétérans SS dans un discours controversé qui a beaucoup fait parler dans les médias allemands, tu vois, à l'époque. Donc, pour te dire que ancien nazi, dans un contexte post-Troisième Reich, tu te dis, allez, regarde, aujourd'hui, tu as bien des bataillons ukrainiens qui ont des logos nazis. Alors, après tout, voilà. L'ami Wilfried Hasselmann a eu cette déclaration qui a beaucoup fait parler. Et Ernst Albrecht ne s'est jamais distancié. Absolument jamais. Ils ont continué à entretenir des relations d'amitié et des relations politiques quasiment jusqu'au bout de la carrière d'Albrecht. Et il y a un autre élément qui est encore plus coquin. Et on se dit, tiens, il y a une forme de continuité. Regardez ce bouquin, je suppose que ça vous dit rien. Alors, on voit au nom sur la couverture Ernst Albrecht. Si vous écoutez ma vidéo à peu près attentivement, sans trop vous gratter la burne, vous avez compris qu'Ernst Albrecht, c'est le bonhomme dont on parle. Ce livre a été publié en 1976, The State, ID and Reality. Il est écrit par le père d'Ursula von der Leyen, qui, dans ce livre, qualifie le peuple de populace, the mob en anglais, pour ceux qui parlent anglais. Et Ernst Albrecht écrit, vous allez voir, ça va vous rappeler des trucs. Ernst Albrecht écrit « Si nous réussissons à amener des personnes aux capacités supérieures à la moyenne au pouvoir, une autocratie où le règne de quelques-uns sera en mesure de créer un meilleur ordre que le règne du peuple. » C'est Papa von der Leyen qui écrit ça. Oui, Papa von der Leyen qui nous défend une gouvernance élitiste et la volonté d'un meilleur ordre. Oh, tu rajoutes mondial, on est pas mal. Oui, c'est Ernst qui a écrit ça. C'est Papa Ursula. Donc, voilà, je suis pas conchiliculteur, mais elle est née dans le bon moule. Donc, oui, c'est Papa qui a écrit ça. Alors, moi, si tu veux, parce qu'il y a une question de transmission, c'est la force des parents, c'est qu'ils transmettent ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent à leurs enfants. Pas tout, mais la plupart des choses. Moi, tu vois, mon papa, il aimait bien Coluche. Alors, j'aime bien Coluche. Le papa d'Ursula, il aimait bien le Nouvel Ordre Mondial. Alors, peut-être qu'elle aime bien le Nouvel Ordre Mondial. Il aimait bien une gouvernance élitiste, où le peuple ferme sa gueule et est dominé. Peut-être que autour de la table, ils se sont transmis le goût de ça, entre deux currywurst. Peut-être. On sait pas. Donc, Ernst Albrecht, bonhomme très intéressant. Et cette filiation, je voulais vraiment vous en parler, les amis, parce que cette enquête dont je vous parle, c'est une enquête sur laquelle j'ai bossé pas mal de temps pour Juste Mensuel. Vous le savez, c'est l'une des revues qu'on édite chez Juste Milieu, où tous les mois, on publie ce genre d'enquête, ce genre de travaux, pour éclairer l'actu un petit peu autrement, avec un travail indépendant, vous vous en doutez. Et ce que je viens de vous dire, c'est l'un des éléments de tout un dossier que j'ai intitulé « Ces anciens nazis devenus architectes de l'Union européenne », parce que on retrouve beaucoup d'anciens nazis
qui ont été des hauts dignitaires du Troisième Reich, on en retrouve beaucoup dans la construction européenne. Et pour tout vous dire, en écrivant cette enquête, j'ai même découvert certaines choses. Je suis plutôt friand de ce sujet-là, je vous en ai déjà parlé. Ma période historique préférée, c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la reconfiguration du monde, la reconfiguration de la géopolitique à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et dans les instances européennes, on trouve une quantité d'anciens hauts dignitaires nazis, c'est assez effrayant. Et on en retrouve même certains qui ont des filiations avec des personnages contemporains. Je vous ai parlé d'Ursula von der Leyen, mais on peut parler d'un certain Klaus Schwab. Ancien président, on ne sait pas trop, Palpatine du World Economic Forum, tu vois. J'ai bossé dans l'enquête sur le cas de son daron. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses, les amis. Alors, vous le savez, hein, si vous voulez nous soutenir dans la démarche de ce travail, juste milieu, dans cette indépendance, parce qu'on ne fonctionne que grâce à nos lecteurs qui nous suivent, à nos abonnés de partout. Vous avez un lien, je vous le donne dans le chat. On a une offre découverte pour Juste Mensuel pour 3 mois. 3 mois à partir de 20 €. Vous pouvez recevoir 3 numéros. Papier, numérique, vous choisissez la formule, c'est à partir de 20 € les amis. Si vous voulez nous soutenir, découvrez le travail qu'on fait. Il y a votre serviteur qui a ses enquêtes, mais on a d'autres rubriques, on a d'autres éléments tous les mois pour éclairer l'actualité à notre sauce. Et on publie ce genre de choses dans les revues. C'est ce qui nous permet de construire le château fort juste milieu pour être indépendant. Donc je vous mets un lien si vous voulez jeter un œil, si vous regardez le replay YouTube. C'est en description, c'est en premier commentaire de la vidéo. Et si vous vous abonnez, vous allez recevoir automatiquement le dossier en version numérique. Voilà, vous abonnez papier numérique, vous choisissez. Comme le numéro là, dont je vous parle, cette enquête, on l'a publiée dans le numéro de septembre de Juste Mensuel. Dès que vous vous abonnez, vous allez le recevoir tout de suite par mail, le numéro Juste Mensuel dans lequel il y a mon enquête sur ces anciens nazis devenus architectes de l'UE. J'ai pris beaucoup de plaisir, si j'ose dire, parce que je suis passionné de cette période-là, beaucoup de plaisir à travailler sur cette question. Il y a pas mal de révélations très intéressantes dans le sens de ce que je vous dis sur Ursula von der Leyen. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur von der Leyen, ses casseroles, sa filiation, et ce qui nous amène à une belle enquête. J'ai hâte d'avoir votre avis sur tout ça. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur toutes ces petites bêtises. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, les copains, on papote, voilà, comme d'habitude, on papote, on discute. Il y a mon Hervéro qui dit, moi, j'ai toujours pas reçu mon livre, ça arrive, ça y est, c'est parti, les premiers sont partis en début de semaine, compte 7 jours ouvrés max, c'est parti là, depuis le stock. Le stock, on en a fait partir plus de 1500, là. C'est du bonheur, ça part plein badin les amis, on vous en reparlera de ce livre. C'est chouette, donc t'inquiète pas, cette semaine, si t'as rien vendredi, non, je suis pas dans le jus, donc lundi prochain, normalement tu l'as reçu. On en parle lundi prochain, je serai de retour. Tu me diras mon Hervéro, t'inquiète pas. Donc voilà un petit peu les copains, ce que je voulais vous dire pour cette vidéo les amis. 17h57, on est dans les clous d'une belle émission, dans les clous du plaisir sur TikTok. Vous êtes toujours plus d'une centaine, n'hésitez pas les amis, lâchez les cœurs, lâchez les roses, lâchez tout, c'est important pour faire péter le live juste milieu. Les amis sur Twitter, aussi sur Facebook, Twitch, vous êtes très nombreux les copains, ça régale les copains, merci à vous d'être là. On va se quitter pour ce soir parce que demain c'est une belle journée, c'est mercredi, farce tranquille et Juste Bistrot les amis, et nouvelle coiffure, parce que coiffeur à 12h30, ça tout le monde s'en fout, mais vous savez à quel point, comme disait Demis Roussos, je tiens à mes poils. Donc les amis, merci d'avoir été là, je le redis, donc cette enquête sur les anciens nazis devenus architectes de l'UE, lien dans le chat si vous voulez découvrir ça, on met l'extrait sur YouTube là à 19h ce soir, si vous voulez le voir en replay, il y aura le lien. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous donne rendez-vous demain les copains, et petite surprise, je vous avais promis, vous avez été sages, allez, je vous le diffuse, c'est cadeau, demain matin il y a une petite capsule qui sort, allez, je vous mets les 30 premières secondes, on sort ça sur les réseaux sociaux, je compte sur vous demain matin pour relayer un petit peu, regardez la capsule, la nouvelle blague c'est demain matin à 8h30. 68 sur France Inter, et tout de suite c'est l'édito. Ah merde, attends, c'est pas la bonne version, on bouge pas. Ah là là, c'est celle-là la bonne. Sinon on va avoir des problèmes. Je me suis planté. 7h68 sur France Inter, et tout de suite c'est l'édito de Patrick Cohen qui revient sur cette polémique dans laquelle il est accusé d'être en situation de collusion avec des élus du Parti Socialiste, retour des années 30. Faut-il voir la marque des néo-nazis qui a dû caca coller au Reichstag?
Édito, tout de suite c'est Patrick Cohen sur France Inter. Oui Philippe, tout à fait, une polémique dans laquelle je me retrouve à l'insu de mon plein gré, confronté à une horde de néo-nazis cachés derrière un travail... Voilà, c'est 30 secondes. C'est 30 secondes, l'intégralité de la capsule demain. Les amis, sur tous les réseaux, juste mieux, je compte sur vous. Ah, je prends du plaisir en tout cas à faire ces conneries, j'espère que vous en prenez aussi à les regarder. Merci d'avoir été là les copains. Demain on passera une belle émission, un beau live les copains, pour continuer à se fendre la gueule en parlant d'actualité. On peut parler de ces sujets-là en débattant, en réfléchissant et surtout en se marrant, en rigolant. Je vous embrasse les amis, merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée, vive la rigolade, vive la France et à demain. Regard complice, amant. Les dîners en tête à tête, tout pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. Tu reviens pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le con romantique.